Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Ève Bastien et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 6, Tsunami de Michel Jean. Coucou à tous, mon nom est Ève Bastien et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un roman de Michel Jean, Tsunami. Originaire de Mastoyatch, Michel Jean est surtout connu comme chef d'antenne à TVA. Mais c'est aussi un romancier prolifique. Nous l'avons dernièrement remarqué avec son roman Kogum, lauréat du prix littéraire France-Québec 2020, et avec son recueil de nouvelles Wapke, qui met en valeur 14 auteurs des Premières Nations. Tsunami se démarque de ses ouvrages où les Premières Nations sont en avant-plan. Il s'agit plutôt d'un suspense où plusieurs tragédies humaines s'entrecroisent. Une vague de rebondissements, un tsunami de drames humains. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités. Premièrement, Marie-Michèle Sioui. Marie-Michèle est Wendat. Après avoir amorcé sa carrière de journaliste à la Presse canadienne, elle a aussi été journaliste pour le journal La Presse. Mais depuis 2017, elle est correspondante parlementaire pour Le Devoir à Québec. Coué Marie-Michèle et merci d'être des nôtres. Coué Ève, merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Louis Hamelin. Louis Hamelin est un romancier et écrivain québécois. Son premier roman, La Rage, a obtenu le prix du gouverneur général en 89. Par la suite, il a collaboré avec de nombreux journaux et revues, en plus de continuer à publier plusieurs autres romans. Ceux-ci ont reçu plusieurs nominations pour différents prix littéraires. Il a aussi été chroniqueur littéraire pour Le Devoir. Coué Louis Hamelin. Oui, Ève. Oui. Alors, on a deux journalistes ou anciens journalistes du Devoir ou chroniqueurs. Et justement, Tsunami, je commencerai par ça. Ça relate quand même l'histoire d'un journaliste dépêché au Sri Lanka suite à la catastrophe de 2004, d'où le titre du livre. Ce journaliste est déjà hanté par ses propres démons. Il va couvrir des circonstances tragiques de la catastrophe et plus encore. Et je me demandais, avec deux invités de qualité comme vous pour en discuter, j'aimerais voir votre perspective du côté terrain. Je ne sais pas si les deux avaient déjà peut-être été dépêchés à l'étranger, mais sinon, juste comme correspondant, est-ce que vous êtes reconnu un peu dans le protagoniste? Est-ce que ça se passe comme ça dans la vraie vie, Louis Hamelin? Écoutez, moi, j'ai été un simple chroniqueur littéraire au Devoir et le seul reportage que j'ai fait dans ma vie, c'était dans le nord du Québec, c'était dans la région de Matibécoche, près de Shefferville, sur une barricade, une barricade autochtone. Alors non, moi, je n'ai pas cette expérience de grand reporter là, qui va d'un pays à l'autre. C'est sans doute pas quelque chose que j'aurais détesté faire dans ma vie, mais ça s'est tout simplement pas présenté comme ça. Donc, je ne peux pas comparer mon expérience avec celle du narrateur. Cela dit, moi, j'ai été très agréablement surpris par le choix du sujet, d'abord, de ce livre-là, parce que peut-être que Marie-Michèle me contredira si ça donne, mais je pense que quand on parle de littérature autochtone, il y a une espèce d'horizon d'attente qui est très défini et qui peut peut-être devenir un peu étroit, territoire traditionnel, transmission, culture traditionnelle, tout ça. Et c'est peut-être pas un hasard, je dirais, si le Kokum du même auteur, là, de Michel Jean, a connu un grand succès, alors que Tsunami est passé plus inaperçu. Parce que là, on a un sujet qui, finalement, sort des territoires traditionnels de la littérature autochtone, si vous me passez le mot. Mais évidemment, comme vous l'avez dit, ça reflète l'expérience de l'écrivain, c'est-à-dire que c'est un journaliste et il a écrit un roman qui est à la fois quelque part entre le roman de journaliste et le roman d'action, dans le fond, le roman d'histoire politique aussi. Alors, le sujet, au départ, moi, m'a plu, en fait, m'a intéressé. C'est vrai que c'est intéressant de retrouver, on commence à réfléchir à la présence des Autochtones, entre autres, dans l'espace public, puis c'est toujours intéressant d'en retrouver là où les gens les attendent pas,
Donc, pas dans le, pour caricaturer, là, pas dans le territoire exotique ou dramatique, hein, parce que souvent, c'est dans ces deux conditions-là qu'on braque les projecteurs sur les Autochtones, là. Donc oui, c'est intéressant d'aller un petit peu ailleurs. Puis d'ailleurs, moi, je ne sais pas si Louis, tu t'es posé la même question, mais moi, je me suis demandé pourquoi son personnage n'est pas Innu, comme lui l'est. Pourquoi c'est un Abénaki? Le personnage principal, là, qui est un journaliste, vient de Danak dans ce roman-là. Euh, en fait, il faudrait poser la question à Michel Jean. Moi, je me suis demandé pourquoi il a décidé d'aller vers une autre nation. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui est au cœur du roman, hein, l'identité de son personnage principal. C'est abordé, c'est mentionné. On voit qu'il fait des parallèles avec la situation des Tamouls au Sri Lanka, mais c'est pas le centre de l'histoire, là. Non, c'est vrai. Mais c'est ça, il y a toute une. Bon, moi, j'avais relevé le détail, là, comme quoi son personnage était Benaki plutôt qu'Inou, mais bon, ça ne m'a pas frappé plus que ça, c'est-à-dire que c'est un effet de la liberté de l'auteur, je pense. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est qu'il y a toute une réflexion sur le sort des petites nations, en fait, qui se battent pour la liberté. Puis ça va assez loin parce qu'en dernier, on assiste même à l'écrasement définitif des Tamouls là, qui avaient eu leur État indépendant, rebelle, en guerre civile avec le pouvoir de Colombo. Bon, alors on voit tout ça arriver, puis à travers tout ça, pardon, et à travers le reportage de ce journaliste-là, on suit finalement le sort d'une rébellion et d'une petite nation. Et ça, moi, je trouve que le contexte politique et historique est vraiment intéressant. On peut penser aux Tamouls, on pense aux Tamouls, mais on peut penser aussi aux Kurdes, on peut penser Oui. à ce que la Chine fait au Tibet en fait de répression d'une culture et puis d'investissement massif. Il y a quelque chose qui fait penser à ça. Alors, bon, le contexte du livre, moi, m'a beaucoup intéressé pour cette raison-là. Il y a une réflexion politique assez intéressante. Ouais. Puis c'est drôle que tu le dises parce que j'ai noté certaines des phrases. Entre autres, il y a un personnage qui dit à Jean-Nicolas, là, le journaliste Abénaki, personne ne s'intéresse au sort des peuples minoritaires comme le nôtre. C'est un Tamoul là, qui parle. Euh, Seul celui des États intéresse les capitales. Et puis il dit au journaliste, vous êtes autochtone selon ce qu'on m'a dit. Donc là, Michel Jean trace le parallèle de manière assez évidente. Mais oui, on voit qu'il essaie de passer ce message-là. Puis même, tantôt, tu disais que le dernier roman de Michel Jean, Coucoume, a eu quand même un grand succès. Mais au départ, Michel Jean aime le rappeler, ça n'a pas été un coup de circuit, hein. Ça a été quand même, ça a pris plusieurs mois là, avant que l'attention médiatique, puis même l'attention du milieu de la littérature se tourne vers Coucoume, même que c'est venu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est venu de la France. Puis ça, c'est tellement typique, en fait, des sujets autochtones. Tu sais, on s'y intéresse, mais de manière très temporaire. On regarde un petit peu ce qui se passe, après on détourne le regard. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que même dans son œuvre à lui, même dans sa carrière, Michel le vit, là, en fait, cette espèce de sentiment-là là, qu'on n'est pas très important parce on est minoritaire finalement. Mhm. Ben oui, il passe un message, en même temps, il le passe quand même de façon pas trop appuyée, assez subtile, parce que l'identité autochtone est vraiment pas à l'avant-plan de ce livre-là. Tout passe par le lien avec ces rebelles tamouls-là qui s'esquissent dans le livre. Alors, il y a une réflexion sur l'identité, mais on n'est pas dans un livre qui est ouvertement revendicateur là, par rapport à la situation des Autochtones. Mais c'est vrai que, bon, moi, au début, c'est ça, je parlais d'un horizon d'attente. C'est que, oui, effectivement, quand on parle d'un roman autochtone, on a l'impression qu'il faut absolument que ça parle de territoire traditionnel, tout ça. Et là, on a quelqu'un qui nous amène carrément ailleurs. Moi, ça m'a bien plu.
Cela dit, on parlait tantôt de l'expérience professionnelle du personnage. Moi, je dois dire que j'ai une petite réserve, là. Mais avant d'exprimer cette réserve-là, je dois dire que le livre, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai même lu presque d'une traite, en fait. Ce qui est peut-être, bon, c'est sûrement un des plus beaux compliments qu'on peut faire à un livre, là, c'est quand on se retrouve avec ce livre-là dans les mains, on a de la misère à le lâcher, on le reprend dès qu'on a une minute libre, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai lu Tsunami. Ma petite réserve, c'est qu'à certains moments, je trouvais que l'auteur tournait quand même les coins ronds. Par exemple, à un moment donné, on le retrouve en Haïti et il veut venger l'attentat dont sa compagne et sa fille ont été victimes. Et il se retrouve dans l'antichambre du palais président, dans l'antichambre du bureau du président avec une arme et il ne nous explique pas trop comment il arrive là. Alors qu'on sait maintenant, n'est-ce pas, que ça prend au moins un commando d'une vingtaine de paramilitaires professionnels pour tuer le président d'Haïti. Mais bref, il y a à certains endroits comme ça, mais surtout celui que je viens de mentionner, j'ai trouvé qu'il tournait un peu les coins ronds, qu'on aurait mérité d'en savoir un peu plus, ne serait-ce que comment il se procure cette arme, tout ça. Je suis d'accord. Oh, Oui, vas-y. ben, en fait, à certains moments, il appuie un peu fort sur le crayon, là. Je veux dire, puis en commençant la lecture du livre, j'ai reconnu tellement d'éléments du journaliste dans ses échanges, entre autres avec ses patrons, là, avec, les personnages d'André Corneau et Alain Simard, là, qui ont des répliques assassines, là, où ils disent, entre autres, là, son patron lui lance C'est loin en crise l'Asie, nos téléspectateurs font pas la différence entre le Sri Lanka et l'Indonésie. C'est un peu cynique là, comme regard sur le journalisme. Là. Ceci dit, c'est vrai là, qu'il y a toujours une importance d'ancrer les événements internationaux dans le local, pardon, etc. Donc, il y avait vraiment là, une espèce de dynamique de journalisme que moi, je reconnaissais très, très bien. Puis, même chose, moi, je ne suis jamais allée à l'étranger, mais j'ai fait des reportages récemment à Kamloops, en Colombie-Britannique ou un peu ailleurs. Puis, c'est vrai, là, cette espèce de tension-là intérieure qu'on a entre le fait que les gens vivent un drame immense, mais qu'en même temps, on veut performer, entre guillemets, comme journaliste, puis on est comme tiraillé entre les deux. Mais bon, ceci dit, quand on avance un petit peu dans le livre, il y a des moments où je me suis dit, ouais, ça, c'est un peu fort, tu sais, il y a une espèce d'attaque, là, à un moment donné, dans la nuit, puis je crois pas que c'était nécessaire, en fait, parce que Michel en a vécu des expériences, je veux dire, il a couvert Haïti, les tensions sous Aristide, il a couvert la guerre en Irak, il a raconté d'ailleurs avoir déjà eu une arme là, pointée au visage en Haïti, pas dans le palais présidentiel, là, ceci dit. Puis donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé dans des aventures qui étaient plus réalistes ou même des aventures que lui ou que des collègues avaient déjà vécues? Pourquoi est-ce qu'il a voulu aller aussi loin, tu sais, puis est-ce que c'était nécessaire, puis est-ce que ça servait le récit? Moi, je suis pas certaine. Moi, une chose qui m'a impressionné comme romancier qui a déjà touché à l'histoire un peu, ça prend un certain aplomb quand même pour, par exemple, il met en scène des personnages qui ont existé vraiment, là, j'ai vérifié, comme pardon, celui qui s'appelle Tamil Selvan, là, qui est le chef qui était, parce qu'il est mort évidemment, qui était le chef de l'aile politique des Tigres du Tamoul. Et donc, il se retrouve avec ce personnage-là dans une péripétie un peu rocambolesque. Alors, il y a quand même, euh, moi j'aime bien personnellement quand la fiction comme ça fraye avec l'histoire, avec la grande histoire. Et puis, donc cet aspect-là, il me semble, malgré les exagérations dont on a parlé, là, cet aspect-là, il me semble réussi quand même. C'est qu'il il y a un contexte historique dans ce roman-là qui est quand même euh, rendu avec des ficelles un peu grosses à l'occasion, mais qui, moi, ça m'a rendu plus familier avec cette histoire de la rébellion
les Tamouls au Sri Lanka que j'avais lu ça à l'époque dans les journaux, mais j'en connaissais pas plus que ça. Et donc, il y a un aspect informatif aussi à un roman comme ça. Une espèce de grand reportage sous la forme de fiction aussi. C'est vraiment la force de Michel Jean, puis c'est sa volonté aussi de rendre des sujets difficiles, grand public, en fait, d'attirer l'attention du public sur des sujets qui sont pas faciles, puis de le faire d'une manière qui est captivante. C'est exactement ce qu'il a fait avec, Coucoum, là, pour attirer l'attention sur les pensionnats, sur le changement, de mode de vie drastique et imposé, par le gouvernement, fédéral. Hem, puis c'était la même chose pour moi. Je veux dire, je pense que je l'ai lu en 2 fois, en 2 jours, ce livre-là. Ça se lit super bien, c'est captivant, tu veux savoir ce qui va arriver. Hem Puis ça pique la curiosité, là, même, ça te donne envie d'aller, j'ai fait la même chose, j'ai cherché les personnages pour savoir s'ils étaient vrais, qui avait existé, qui avait pas existé, c'était quoi la situation, au Sri Lanka. Puis donc à ce niveau-là, c'est très réussi, vraiment. Oui, puis c'est ça. Il faut se dire aussi que, bon, en fait, c'est ça, c'est une fiction d'abord et avant tout. Puis je crois qu'il faut que aussi ça soit un loisir, des fois, la lecture, parce qu'au début, moi aussi, quand je le lisais, je disais, bon, euh, je pensais par exemple pour le même type de récit, un peu à Niva, qui avait écrit par exemple Chienne de guerre, là, qui elle est vraiment tu sais, reporter sur le terrain aussi, mais ses livres sont beaucoup plus, en fait, sont très bons, mais plus difficiles à lire. On les lit pas d'un jet, puis aussi il faut avoir une certaine connaissance de la situation sociopolitique là, des endroits. Je trouve que ça, c'est grand public, puis ça, justement, ça amène le public à avoir une curiosité sur des sujets qui peut-être les auraient pas intéressés sinon. Là, moi, c'est un peu comme ça aussi que je le voyais. Tout à fait. Moi, j'étais content de découvrir ce titre-là parce qu'il est quand même assez récent et je ne l'avais pas vu passer du tout. Et je ne savais pas que Michel Jean avait écrit un livre comme ça qui se passait en Asie. Et donc, c'est une découverte agréable en ce qui me concerne et prometteuse parce que on ne parle pas d'un auteur si âgé que ça. Alors, je pense il doit avoir encore je pense qu'il y aura encore des choses à proposer, là. Mmh. C'est pas un auteur âgé, mais c'est un auteur qui a commencé à écrire sur le tard, hein, dans la quarantaine. Hem, Puis c'est super intéressant ça d'ailleurs parce que, les Autochtones sont quand même nombreux à avoir, eu un besoin, je pense que c'est un besoin pour plusieurs d'entre nous de revendiquer leur identité, de mieux la connaître. Puis Michel avait raconté que lui, c'est au décès de sa grand-mère là, qu'il y a eu une espèce de déclic aussi. Puis je trouve ça intéressant de voir justement à quel point il y a une position assumée maintenant par rapport à ses origines, par rapport au fait qu'il est Innu, puis de voir que sa carrière commence un peu comme ça, sur le tard, là. Je le dis gentiment, là, 40 ans, c'est pas vieux, là, mais je veux dire, il a pas senti ce besoin-là d'écrire, plus tôt ou plus jeune. Puis j'ai l'impression qu'en fait, il y a ou même je crois qu'il l'a dit, que c'est lié avec cette volonté d'en savoir plus sur lui-même, puis d'en savoir plus sur sa famille. Puis je trouve ça tellement typique de plusieurs familles autochtones, dont la mienne en passant, là, qui voulaient vivre une espèce de rupture avec leur identité, puis qui, sur le tard, ont décidé de s'y intéresser à nouveau, puis d'en devenir fiers, tu sais, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé quelques décennies ou même quelques années avant. Mais c'est ça, parce que Michel Jean, si je ne me trompe pas, comme jeune journaliste, il ne se réclamait pas du tout d'une identité Ben autochtone. non. Il a fait, on peut peut-être pas appeler ça un coming out, mais à un moment donné, il a creusé son appartenance et puis c'est ça, c'est arrivé à un certain moment dans sa vie. Il n'était pas comme ça au début, là. Tout à fait. Moi, ça me rappelle beaucoup, l'histoire de Michel Jean, je trouve que c'est un peu l'histoire de mon père, à moi.
C'est dans le sens que c'est pas quelque chose qu'il revendiquait, même dans le cas de mon père, c'est quelque chose qu'il aurait abandonné, volontiers là, son identité, Wendat. Puis ensuite, tu sais, sur le tard ou au fil des événements, au fil de la vie, il y a une espèce de prise de conscience, puis il y a une volonté de partager qui on est, de l'affirmer. Puis moi, je dresse beaucoup de parallèles. Il est plus jeune que mon père, là, Michel, mais je veux dire, je vois beaucoup de parallèles dans leurs deux parcours, puis je trouve ça super intéressant. Tu sais. Ah oui, ben, c'est une quête très actuelle, en tout cas, ça c'est sûr, et vraiment d'actualité. Et puis avec tout ce qui se passe. Et moi, je trouve ça intéressant de voir des journalistes comme vous, Marie-Michel, et comme Michel Jean. Et il y avait Miracri à une certaine époque à Radio-Canada qui était Mohawk, si je me souviens bien. Et donc, des gens qui peuvent témoigner des réalités autochtones, mais qui peuvent aussi courir le monde et voir ce qui se passe ailleurs. Donc, voilà, je trouve que c'est au total, que c'est un beau personnage et qu'il nous fait découvrir, comment dire, il nous fait découvrir des choses intéressantes. Puis il y a quelque chose d'autre que j'ai remarqué j'ai pas lu toute son œuvre, là, mais dans Coucou, évidemment, puis dans ce roman-là aussi, je trouve ça intéressant parce que il met de l'avant des personnages féminins qui sont très forts. Dans ce roman-là, en tout cas, peut-être que vous serez pas d'accord, là, Ève et Louis, mais Jean-Nicolas, le personnage principal, est un petit peu anti-héros. Tu sais, on veut l'aimer, mais il est imprudent, puis bon, il fait plein de gaffes. Puis l'héroïne, c'est vraiment sa fixure, là, en bon français, là, la jeune étudiante qui l'accueille, qui s'appelle Apsara, puis qui va l'aider. Puis il y en a plein des personnages forts. Après, il y a Kamala, là, qui est qui est responsable de l'unité de combattantes d'élite. Même quand il parle de ses patrons au début, il n'aime pas le patron qui est un homme, mais il respecte beaucoup la patronne qui est une femme, puis il l'aime beaucoup. Il y a peut-être une exception, c'est le journaliste français là, de France 2, si je ne me trompe pas, là, qui a quand même un rôle assez positif. Mais autrement, il met vraiment de l'avant des femmes fortes, des femmes qui s'affirment, qui n'ont pas peur, qui ont de la personnalité. Puis ça, c'est riche, en fait, là. En fait, je serais curieuse de l'entendre s'exprimer davantage sur ces choix-là, s'il les fait consciemment, mais bon. Mais au fil des balados et des livres, en tout cas que j'ai eu la chance de lire, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, la féminité, puis la force des femmes. Puis on n'a pas juste lu justement des livres non plus tu sais, qui parlaient d'autochtonie ou de Première Nation. Des fois, c'était totalement de la fiction. Puis ça revient beaucoup. Donc, d'après moi, c'est peut-être un trait qui est propre sans tu sais, dans notre subconscient d'avoir ça, la force des femmes chez les Premières Nations, c'est vrai. Ah, ça, c'est un thème qui est peut-être présent, c'est vrai. Ça m'avait un peu échappé, mais effectivement, le personnage de la révolutionnaire euh, Kamala, qu'elle s'appelle? Ou, effectivement, c'est un personnage très fort, là, très athlétique. C'est presque une super héroïne, quelque part. Et, mais oui, effectivement, il y a ça. Il y a le personnage du journaliste lui-même qui est à un certain moment, il se fait traiter par une amie québécoise de dragueur sympathique. Bon, ça, je ne le juge pas là-dessus, mais il y a un côté quand même aussi. Moi, je dirais que dans ses relations avec les femmes, il y a quand même un côté un peu convenu à l'occasion, là aussi, peut-être certains clichés, mais c'est pas quand même. C'est pas un aspect qui m'a dérangé, disons. Il y a sur la question des rapports amoureux, disons, ben là, on a de toute façon un homme qui est traumatisé par la perte la perte de sa famille et qui court le monde pour essayer de fuir ses mauvais souvenirs, évidemment. Mais c'est ça, sur le plan je voulais simplement signaler que sur le plan des rapports amoureux, peut-être qu'il y avait un petit côté un peu prévisible. Là. On s'attend presque à ce que
magnifiques révolutionnaires viennent le rejoindre la nuit dans le camp dans le camp où ils sont prisonniers, ou en tout cas. Bref, mais voilà, c'est pas un défaut très grave dans un roman qui, par ailleurs, est est aussi captivant finalement. Tu sais, j'avais dans mes questions pour vous, Louis Hamelin, en fait, euh, étant donné que vous avez été critique littéraire, je me demandais, dans ce type de roman-là, un roman un peu, bon, suspense, d'enquête, souvent on va dire il y a une recette, tu sais, à suivre. En fait, Mhm. dans tous les... est-ce que vous trouvez justement que la recette était là ou qu'elle a peut-être été trop, pas assez subtile ou... Ben, oui, il y a peut-être, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une recette? On sent qu'il y a des éléments là, qui viennent de ces grands thrillers politiques à la Robert Ludlum et compagnie. Là. On sent qu'il est allé chercher des éléments dans ce genre-là qui est un genre en soi. Et par exemple, celui que je viens de mentionner, Robert Ludlum, on sait qu'il travaille avec des équipes de recherchistes et tout ça. Donc, ça donne des gros machins, des gros livres pleins de détails, tout ça. C'est sûr qu'avec Michel Jean, ne nous amène pas dans ce territoire-là. Et ça explique peut-être aussi à un moment donné, comme je parlais tantôt, des endroits où il nous donne l'impression de tourner les coins ronds un peu, mais c'est sûr qu'il n'y a pas la même masse de détails et de détails réalistes finalement. Mais cela dit, c'est quand même un livre original, surtout si on le compare non pas à de l'homme et compagnie, mais si on le place dans le contexte de la littérature québécoise, c'est vraiment un livre original. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui nous amènent dans ces territoires-là, ici au Québec, que ce soit par des auteurs allochtones québécois ou autochtones. Là, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à Tsunami, je trouve. Oh, certainement. Puis on en parlait un peu là, précédemment. Michel Jean, bon, c'est pas toujours autoproclamé Innu, mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire pour sa carrière, un peu comme toi, Marie-Michel? Est-ce que c'est nécessaire que tu dises que tu es Wendat pour être prolifique dans ta carrière? J'avais vu un commentaire à un moment donné justement de quelqu'un qui disait, suite, je pense, à la publication de Kogum, justement, qui accusait presque Michel Jean de jamais s'être identifié comme Inou, mais en fait, les chefs d'antenne ne s'identifient pas comme Saguenayens ou, ou peu importe d'où ils viennent. Puis je trouve que ce genre de livre-là, justement, où que, oui, le protagoniste est Abenaki, à un moment donné, au tout début, là, je me souviens pas, mais je sais on fait référence à Mastoyatch, mais dans une seule phrase, là, c'est très subtil. Euh, mais à mon avis, puis je voudrais vous entendre là-dessus, je crois que c'est important aussi d'avoir des auteurs comme ça qui vont pas nécessairement s'autoproclamer, mais qui vont dire, bon, ben, j'ai quand même le droit justement d'écrire de la littérature québécoise ou des thrillers ou n'importe quoi sans être ancré ou sans toujours avoir l'étiquette Première Nation derrière moi. Ben oui, tout à fait. Euh, Au Québec, à une certaine époque, il y a Jacques Ferron qui a souvent répété qu'il aurait aimé faire une œuvre normale, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas toujours être en train de se retrouver en train de revendiquer son identité de Québécois, de Canadien français. Euh, c'est pareil. Je pense que les auteurs autochtones aujourd'hui euh, évoluent dans un contexte où il y a une reconnaissance suffisante qui n'ont pas toujours à brandir leur identité comme une bannière. Oui, assumer l'identité, ça c'est une chose, mais ils n'ont pas toujours à en faire un combat, une bannière, parce que je ne veux pas dire par là que le combat est déjà gagné, tout ça, mais il y a quand même, il y a quand même, il y a beaucoup de choses évidemment qui demeurent à régler là, dans les rapports dans les rapports du Canada et du Québec avec les Premières Nations, évidemment. Mais
oui, peut-être que ça n'a pas à toujours être un combat et dans la littérature, on peut faire, même quand on est un autochtone, comme le montre Michel Jean, peut-être qu'on peut faire un livre relativement normal au sens où l'entendait Jacques Ferron, c'est-à-dire un livre qui nous présente une intrigue quand même assez bien ficelée, un livre qui est un trailer finalement et qui fonctionne bien. Alors, et ça n'empêche pas que la thématique de l'identité est là, mais vraiment sous-jacente et vraiment traitée, comme je l'ai dit plus tôt, traitée quand même avec assez de retenue et de subtilité. J'essaie de penser à la bonne manière de formuler ma réponse ou mon commentaire, mais euh, on disait tout à l'heure qu'il y a quelque chose de très intéressant ou qu'il y a une certaine valeur, entre guillemets, au fait que des auteurs autochtones puissent aller dans les territoires où on ne les attend pas lorsqu'ils écrivent. Euh, mais pour moi, il y a aussi là-dedans un peu... J'ai l'impression que parfois, le grand public a peut-être besoin de voir des Autochtones dans du contre-emploi ou dans autre chose que des questions autochtones pour se confirmer qu'ils ont une valeur. Puis ça, c'est malheureux. C'est très malheureux parce que c'est comme si d'une certaine façon, on regardait un petit peu ce qui se fait chez les Autochtones de haut, puis que quand on voyait un Autochtone aller faire, par exemple ici, une œuvre littéraire là, qui est grand public ou qui aborde des questions qui ne sont pas qu'autochtones, euh, ben, on vient se dire, OK, ils sont capables de faire ce que nous, on fait ou ils sont capables de faire autre chose. Euh, Puis pour moi, ça dénote un petit peu une vision, pour moi, ça dénote une manière de voir les Autochtones comme étant un petit peu inférieurs aux autres. Je ne sais pas si je l'exprime bien ou Ouais, si vous comprenez bien ce que ouais. je veux dire. Mais pour arriver à une certaine, justement, normalité vis-à-vis je crois que ça prend des œuvres comme ça que les gens arrêtent de dire, bon, ben... Parce que sinon, on dirait que c'est comme, en anglais, on dit, c'est damn if you do, damn if you don't, ou ben, tu sais, on est pris dans un carcan où, oui, euh, on veut proclamer notre identité, et comme Ferron disait, là, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut aussi juste faire des choses normales et que ce soit normal qu'on fasse des choses normales? Je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, Marie-Michel, là, que c'est que ça devienne plus euh, une exception à la règle, qu'on fasse des choses qui soient normales, entre guillemets. Ouais, ou quelque chose à prouver. Oui, Que nous exactement. aussi, on est capable de le faire, même si on est autochtone. Tu sais. Ça, c'est dommage. Parce dans le fond, bon, l'histoire du Sri Lanka, l'histoire coloniale, l'histoire du monde, finalement, ça appartient autant à un Innu de Mastoyatch ou d'ailleurs qu'à un Québécois de Joliette. C'est comme mon ami Yves Sioui-Durand me disait à un moment donné, Shakespeare, ça nous appartient aussi, là, ça appartient aux Autochtones du Québec, Shakespeare. Alors, c'est ça, donc, et moi, ça me fait répéter qu'il n'y a pas euh, il y a, il y a- il y a des sujets qui nous semblent plus autochtones, mais en fait, il n'y a pas de. Comment dire, il faut une ouverture aussi. Et puis, moi, j'aime bien voir un auteur comme ça aller ailleurs. Et contrairement peut-être à Marie-Michel, je ne trouve pas ça triste qu'il aille ailleurs qui fréquente d'autres territoires que celui d'une certaine tradition, finalement. Je sais Ouais, pas. je trouve pas ça triste qu'il aille dans d'autres territoires. C'est pas ce que j'essayais de dire. Là, je pense que ce que je trouve triste un peu, c'est que parfois on a besoin de voir des Autochtones aller dans d'autres territoires pour valider leur travail. Ça, je trouve ça dommage. Mais après, tu mentionnes Joliette. Les réalités autochtones sont multiples, elles sont différentes. La moitié des Autochtones vivent en ville. Fait qu'aussi, les attentes sont peut-être parfois stéréotypées. Parce que la réalité des personnes autochtones au Canada, au Québec désormais, ben, c'est pas celle à laquelle
les gens s'attendent d'emblée, là. Je veux dire, c'est pas les tipis, puis tu sais, tout ce qui est vu comme étant un petit peu exotique, là, c'est pas ça pour tout le monde, tu sais. Il y a encore quelques Français et quelques Belges qui débarquent en cherchant les tipis sur les réserves, là, mais c'est assez marginal, en fait, ouais. Mais on est capable justement de faire des belles œuvres comme ça. Puis Louis Hamelin, tu parlais de Yves Sioui-Durand qui s'appropriait Shakespeare. Moi, je me souviens, il avait refait la pièce Hamlet, c'était Hamlet le Malécite. Puis c'était justement presque, ben, c'était un beau clash, là, justement, entre le shakespearien, là, qui est en fait, qui est quasiment, bon, en fait, c'est une relation colonisatrice avec l'Angleterre, avec Shakespeare, mais qui a remis aussi au goût du jour. C'était magnifique aussi de voir ça. Puis je crois que justement, ça prend de l'originalité comme ça, ou ça prend des fois des gens qui sortent des sentiers battus pour qu'à un moment donné, justement, on ne soit pas obligé de faire autre chose pour être reconnu pour ce qu'on fait. Mais c'est de renverser aussi, d'une certaine manière, la relation coloniale. Un autochtone du Québec qui s'approprie Shakespeare, c'est un peu comme, par exemple, quand Salman Rushdie, qui est né, si je me trompe pas, qui est né en Inde ou au Pakistan, je pense que c'est en Inde, en tout cas, qui débarque en Angleterre, puis qui fait des grands romans, qui devient un grand romancier. Il y a un peu une revanche là-dedans. C'est comme d'inverser le processus colonial et d'aller s'approprier une partie de la culture du colonisateur, finalement. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sain dans un processus comme ça. Là, on s'éloigne peut-être un peu du tsunami de Michel Jean, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant pour moi là-dedans, dans une démarche comme ça. Parce que je sais que bon, on a prononcé le mot colonial, on en parle beaucoup, là, mais c'est ça, on parlait de Shakespeare, par exemple, ben, moi j'aimais bien l'attitude de Sioui Durand quand il me disait ça, je trouvais que c'était combatif de dire Shakespeare, c'est pas juste un Anglais, ça appartient pas juste aux Anglais, ça appartient pas à la tradition anglaise, ça appartient à l'humanité et j'en fais partie. Ouais, tout à fait. Ça me fait un petit peu penser à Leila Slimani, autrice, d'origine marocaine que j'aime bien, puis qui vit en France, puis qui vient un peu briser, l'espèce d'image stéréotypée justement que les Français ou que les autres peuvent se faire, des Marocains ou des Maghrébins. Ça me fait penser à ça, en fait, quand En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans le livre, ou soit ça peut être une citation ou un bout, ou simplement un aspect du livre on en a parlé beaucoup là, dans, dans les dernières minutes, mais si jamais avez-vous quelque chose de particulier pour les gens qui nous écoutent, pour les convaincre de lire le livre? Marie-Michel? J'en ai parlé, en fait, tout à l'heure. Pour moi, c'était vraiment les personnages, féminins. Je voyais puis j'avais lu Coucou pas si longtemps avant, là, mais ben, non, c'est pas vrai, plusieurs mois avant, mais je veux dire, moi, je faisais vraiment un parallèle, puis je trouvais que son choix, de personnage était intéressant. Hem, J'essaie de penser. Sinon, comme le disait Louis, en fait, le fait que le livre se lise aussi, facilement, puis ça, c'est une grande force. Puis j'ose dire, modestement, que je pense que ça vient de son parcours de journaliste, là, à Michel, cette volonté-là d'intéresser les gens à des sujets qui sont plus ardus, plus difficiles. Il y a quelque chose de très accessible dans son livre. Il pourrait être lu, dans les classes au secondaire, probablement, là. Je suis pas une experte en éducation, mais bon, voilà, là, c'est une lecture qui est plaisante. Ben, moi, il y a un moment que j'aime beaucoup dans le livre, c'est vers la fin, quand le journaliste retourne au Sri Lanka, quelques années après l'écrasement de la rébellion et une certaine normalisation. Et c'est justement cette normalisation-là que je trouve intéressante. Là,
lui a connu un pays qui était un peu bordélique et où il y avait le désordre d'une guerre civile. Il y avait des endroits quand même qui étaient restés un peu dans un état un peu archaïque, tout ça. Et là, tout à coup, il se rend compte que la plage où où il avait connu des entassements de petites cabanes de pêcheurs un peu artisanales, tout ça, ça avait été effacé par le tsunami. Et là, tout à coup, c'est des grands hôtels, des tours qui s'élèvent sur la plage. Et donc, il voit que le monde change et que le- les Tamouls, ou enfin le Sri Lanka tel qu'il l'a connu, n'existe déjà plus. Moi, j'ai lu la même chose dans un livre du français Sylvain Tesson, la panthère des neiges, où il s'en va au Tibet. Je parlais du Tibet tantôt. Il s'en va au Tibet et c'est la même chose que les Chinois font au Tibet. Après avoir muselé la culture, ils arrivent avec des méga investissements, avec des milliards de dollars et ils construisent des autoroutes, ils mettent le paquet et c'est aussi comme ça que les cultures disparaissent. Je dirais presque que c'est une façon de faire la guerre beaucoup plus efficace qu'avec des armes, c'est avec des milliards. Et on voit ça arriver à la fin de ce livre-là, dans ce regard qui porte sur le nouveau Sri Lanka. Et ça, je trouve ça intéressant parce que là, encore là, on est dans un contexte historique mondial qui est assez instructif finalement. C'est d'un point de vue journalistique, là, c'est un exercice qu'on n'a tellement pas l'occasion de faire en plus, malheureusement, là, de retourner faire un état des lieux sur des endroits, sur des histoires, sur des personnes qu'on a connues, qu'on a rencontrées, sur lesquelles on a écrit. Puis c'est vrai que c'est une belle scène, ce retour-là. Tawink, merci beaucoup, Marie-Michel Sioui et Louis Hamelin. Vous nous avez sûrement, en tout cas, donné le goût de lire le livre. Moi, peut-être même de le relire avec des fois les subtilités que vous avez relevées qui m'avaient peut-être échappé. Je remercie beaucoup aussi mes auditeurs d'être là. Tsunami est publié chez Libre Expression. Je vous invite à vous le procurer chez votre libraire préféré. À la prochaine histoire. Anna, à bientôt. Merci. Merci. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre de l'initiative Écho du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwahiatonk, réalisée grâce à l'appui financier du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Animation, Ève Bastien. Invités, Marie-Michel Sioui et Louis Hamelin. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Gabriel Bergeron. Production, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.